bienvenue à tous dans ce 12e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Donc 12e numéro, hein, c'est assez cool. Et ce soir nous sommes 4, comme la semaine dernière. Mais comme oui, il y a 3 semaines génial. dernières. Salut. On dit bonjour à Gabriel, notre deuxième invité. Donc je vous présente un peu tout le monde. Je suis entouré de Clément, le spécialiste intergalactique des films de Sam Raimi qui se passe dans une cabane. Tout à fait, bonsoir. Ça va Clément? Ça va. Il y a aussi Riley, le professeur de surinterprétation Lossienne à l'Oceanic University of Sydney. Oui, tout à fait. Ouais. J'en reviens d'ailleurs. Tu confirmes? Oui, j'en reviens. Les cours se passent bien? Des élèves un peu dissipés quand même. C'est des Australiens en même temps, c'est pas facile. Et donc Gabriel, qui est notre invité et qui est le seul fan de Buffy à avoir vu l'intégrale de Buffy dans toutes les langues, il nous dira plus tard quelle était la meilleure. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Pas mal. Il m'a parlé de la version Klingon qui envoie du lourd apparemment, c'est ça. J'ai hâte de l'explication. Un petit bisou à Léonard Nimoy, en passant. Et Léonard qui est parlons de Léonard. Faisons un podcast sur Léonard. Non mais parce que moi je ne savais pas, moi j'ai découvert ça, je me suis maté des vieux Mission Impossible il y a pas longtemps, et il joue aussi dans Mission Impossible. Ah. Et il est incroyable, il joue un magicien. Alors, Riley, ça te plairait, il joue un magicien qui s'appelle Paris. Et d'accord. Il est génial, il fait des tours de magie et tout. Il est voilà. Mission Impossible, très bonne série, on fera Ah ouais. Ah oui. Moi j'ai vu. Non mais la série, hein, pas oui. les films pourris Non, avec mais Tom on parle Cruise, pas des hein. films, mais il y a eu 2 séries Mission Impossible en plus. Mission Impossible 20 ans après. Elle Et... était cool ça. Là tu parles de 20 ans après ou de celle Non, qui de se 20 passe ans avant. encore? Dans l'original, il y a le côté comme guerre froide qui est quand même super présent et qui est génial quoi. Excusez-moi, mais Gabriel se demande qu'est-ce qu'il fout là. Après, pour revenir sur on parlait T'avais de pas dit Buffy qu'on à la parlait de base. Mission Impossible en fait? Ouais, mais c'est. Faut que je change mes notes alors. Mission Impossible. Ah oui. Parce qu'après, le concept de Mission Impossible, c'est toujours la même chose. 20 ans après ou 20 ans avant. Alors ouais, mais il y a quand même des épisodes assez fous où, par exemple le plan marche pas, où il y a un mec qui se fait attraper et du coup ils doivent réussir la mission et en plus sauver leurs potes et tout. Enfin il y a, c'est assez cool. Non c'est. En tout cas, gros bisous à Léonard Nimoy. Monsieur Léonard Nimoy. Monsieur Léonard Nimoy. Donc on est déjà beaucoup trop long, hein, je vais être obligé de couper tout ça. on vous rappelle le rappel de principe du podcast, c'est donc des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier à sa juste valeur. Merci. Oh, c'est une bonne routine, ça marche bien. Oh là là, merde, je me suis fait griller, je voulais le dire. Bon, bref. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, et Podcast Addict aussi, il paraît. Ouais. Je n'ai jamais utilisé, mais. Non, je l'utilise. Mais voilà, et donc C'est ouais, bien. on est vraiment sur podcast. C'est génial, j'adore. Mais c'est quoi, c'est une application? C'est une appli, mais pour pas Apple. Pour tout ce qui est Android. Ouais, pour Android, c'est ça, ouais. Pour Android. Et donc on a, même sans s'inscrire, on est dessus en fait. Non, ça récupère le flux RSS. Ah, c'est cool. Mais vive Podcast Addict en fait. On est aussi sur YouTube en version vidéo. Et donc pour avoir tous les liens, de toute façon, vous allez sur notre site qui s'appelle pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com. Et pour nous envoyer des mails, c'est pourquoibuffyc'estgénial@gmail.com. Tout simplement. Tout de suite, les gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Oui, donc moi je voulais commencer par faire un gros bisou à Clap et à notamment Carole de Clap qui était ici il y a 3 semaines. Notre invité, une dernière invité. Et à Gauthier aussi, un de ses collègues de Clap qui est Gauthier, il nous a carrément fait un article qui parle de nous, qui parle de Buffy et qui défend la série. Enfin, c'est un super article. Je le mettrai dans les commentaires. Je crois que je l'ai déjà fait suivre sur les internets, mais Tout à fait. Mais je le mettrai. C'est cool. Je le mettrai dans les commentaires de notre podcast parce qu'il était cool cet article et Clap est un site cool à la base. Un gros bisou. Gros bisous aussi à la team Buffy HD qui milite pour la version HD de Buffy, mais une version à la hauteur de la série, hein, pas la version dégueulasse. Elle fait débat celle-là, dis donc. Qui est en ce moment qui est diffusée par Pivot et on en a parlé quelques fois ici et ils ont fait carrément une vidéo il y a pas très longtemps où qui résumait bien tout ce qui n'allait pas dans la version HD. Ouais, c'est bien fait. Ouais, parce qu'elle résume plein de choses. Et donc c'est une vidéo qu'il faut faire tourner, faut en parler, faut retweeter tout ça. Parce que donc c'est important qu'il y ait une espèce de lobby qui se mette en place pour montrer à la Fox. Il faut se mobiliser. Mais bien sûr, mais bien vous vous rendez pas compte les gars. Non, mais si, complètement, on est d'accord. Moi j'aimerais trop acheter des Blu-ray Buffy, mais pas que ça soit en version toute salopée comme ça. Les Blu-ray pivot, on en veut pas. Ça, Bah, c'est sûr. vous vous rappelez, il y avait même des erreurs de montage dans Prophecy Girl. J'en rêve encore. Avec le maître qui était dans le champ alors qu'il ne devrait pas y être.
par exemple. Voilà, exactement. Voilà, ça fait partie des trucs. Est-ce qu'il y avait d'autres gros bisous? Moi j'avais un gros bisou à faire à Goten Kun qui nous suit depuis le début. Ah oui, effectivement. Et qui nous donne, il fait tout le temps des commentaires, il nous suit sur Facebook partout. Et en plus, c'est un gros fan de Lost, donc gros bisous Goten et vive DBZ. Y a-t-il d'autres gros bisous? Moi, du coup, je peux faire un gros bisou. Tu as intérêt à faire un gros bisou. Je fais un gros bisou à Déborah, que je travaille au corps actuellement pour réussir à se refaire l'intégrale de Buffy à la maison. Ah, Là, t'as un argument de poids. Et je fais un gros bisou à Manon, qui est une grande fan de Buffy, et toute l'équipe des LOL 4. Eh ben, gros aussi, bisous. je les connais, donc si je peux me permettre, je fais un gros bisou aussi à LOL 4. D'ailleurs, Manon était vexée que je vienne avant elle. Bah oui. D'autres gros bisous, Clément? Des gros bisous? Non, à mon cousin, tiens. Ah, gros bisous le cousin. Qui m'a envoyé un texto. Celui qui joue au foot récemment. Non, l'autre, d'accord. un autre cousin. Alors moi j'avais un dernier gros bisou à faire à Alison Hennigan et à Christophe Dugarry qui fait... non. Alors attends, laisse-moi finir, j'ai envie d'entendre la suite. qui fêtent tous les deux aujourd'hui leur anniversaire. Ok, on peut dire tout de suite que Startman a un maillot de Christophe Dugarry encadré. Je ferai un podcast très prochainement. Pourquoi Christophe Dugarry est génial. J'adore ce mec. Et c'est son anniversaire le même jour qu'Alison Hennigan, donc forcément fallait. Mais est-ce que c'est plus important que le fait que Charisma Carpenter était à Paris récemment? Voilà, hein, mon gros bisou de la dernière fois. Donc, je sais pas, ça se vaut. Gros bisous et bon anniversaire donc à Alison et Christophe. Christophe qui nous écoute, je pense. Mais bien sûr, c'est évident. Sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Résultat du sondage lancé lors du dernier numéro. C'était quoi déjà ce sondage, Riley? Alors, souvenez-vous, évidemment, on avait parlé de l'incroyable Jonathan. Ah oui. Vous avez écouté le dernier podcast, j'espère. Et alors, avant de donner les résultats, je voulais vous dire que vous étiez des gens pas sympas. Alors, parce que... On commence par les insultes. Là, voilà. Tout de suite, on envoie les vannes. Foutu de ma gueule la dernière fois, alors que plein de gens ont vu ces films apparemment et ont vu Jonathan 2, donc les gens ont répondu au sondage. Et donc, dans quelle dimension ils ont? Alors, le meilleur film avec Jonathan, c'était bien sûr Matrix. D'accord, le seul, l'unique Matrix, la trilogie Matrix. Avec Jonathan. Donc il y a eu 3 voix pour Matrix. On a perdu Riley, les enfants. Je crois qu'il était figurant dans le bureau, c'est ça? Non, mais effectivement, pour Matrix, il y a eu 3 voix. Dans Les Affranchis, c'est vrai qu'il avait un rôle secondaire. Et du coup, il n'y a pas eu de voix pour Les Affranchis. Dans C'est avec les loups, il y a une voix. Et excellent film d'ailleurs. Hein. Et Fight Club, 2 voix pour Fight Club, où c'est vrai que c'est un beau rôle. Gros big up quand même à tous ceux qui ont participé à ce sondage hors du commun quand même, parce que mais pas du tout. Les réponses étaient quand même très drôles et très argumentées à chaque fois. Oui, c'était génial. Moi j'ai beaucoup aimé ce sondage. Moi je suis surpris quand même que t'aies pas cité Double Impact avec Jonathan et son frère jumeau. 2 Jonathan dans le même film quand même. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à celui-là, mais c'est parce qu'il est plus vieux aussi. 2 Jonathan. C'est pas mal. Il aurait mérité un double Oscar. Passons tout de suite à l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de l'épisode 6 de la saison 5, Family, les liens du sang en VF, écrit et réalisé par Joss Whedon. Ouais, en personne. Donc monsieur le vrai. Le vrai. Donc diffusé le 7 novembre 2000 sur WB. C'est un épisode qui arrive après un bon début de saison, moi je trouve, début de saison 5. Dans ce début de saison, il y a un mélange d'épisodes bouclés et de feuilletonnants qui roule assez bien. Et dans l'épisode précédent, on vient de comprendre l'énorme what the fuck Dawn. Parce que je vous rappelle qu'au tout début de saison 5, il y a Dawn qui apparaît comme par magie. Et ça traîne comme ça pendant 5 épisodes et on finit par le comprendre, c'est épisode 5. Bon, on a l'explication, oui. Et voilà, on a explication. Et donc déjà, on est rassuré sur la santé mentale de Joss Whedon à ce moment-là. Et donc c'est le moment qu'il choisit pour nous faire cet épisode qui va parler de la famille, la famille de Tara en particulier. Enfin, pas que la famille. La famille, voilà. La famille au sens large. Au sens large. Je vais prendre un perso et en plus. Tara, elle est arrivée en saison 4, elle fait partie du Scooby Gang, mais sans avoir eu le droit à une fouille poussée de son perso. Comme il y avait eu pour Oz par exemple dans l'épisode Phases ou Riley, voilà. Voyons ça tout de suite. Est-ce qu'on a un petit pitch? Ah bah l'invité amène un pitch normalement. Ouais. Ah oui. C'est Gabriel, un petit pitch. Ouais, une petite seconde. Bon ok, je te sauve la mise. T'es sympa. J'ai préparé un petit pitch de secours, bon, évidemment. Ça passe pour cette fois, mais bon, Gabriel, faudra pas déconner trop. La prochaine fois, je ferai un pitch, promis. Alors, Riley donc. Oui, dans cet épisode, alors, on vient de le dire, Buffy vient de découvrir la vérité sur Dawn, mais elle décide d'en parler à personne, sauf évidemment à Tonton Giles. Bien sûr, absolument que
Elle lui en parle. Donc l'épisode va commencer. L'épisode commence directement après l'épisode précédent. Alors que tout se passe bien pour le couple Willow-Tara, la famille de Tara débarque avec la ferme intention de la ramener chez elle. Car Tara serait en fait un démon. Peu de choses près, c'est ce que j'allais dire. Ah bah voilà. Et donc on a vu le même épisode. C'est fini pour le pitch. Bah c'était court mais. C'est un bon petit pitch, Riley. Ouais, j'essaie de les faire plus concis maintenant parce que. Non mais ça va, il y a une. Des fois je m'embarque dans des trucs. Là je suis hop tac les faits. Alors passons tout de suite au sommaire. De quoi allons-nous parler dans cet épisode? Nous allons parler de la famille, donc forcément, c'est le titre de l'épisode. Parce que family en anglais ça veut dire famille, je sais pas si... Ça veut pas dire les liens du sang? Non, bah, pardon. Ça veut dire famille. On va parler de féminisme et d'émancipation de la femme. Et on va parler surtout de réalisation, d'une réalisation incroyable de Joss, vous allez voir qu'il ne fait pas qu'appuyer le récit. Dans cet épisode, la réalisation ne fait pas qu'appuyer le récit, elle va plus loin en nous racontant une autre histoire. Enfin, pas une autre histoire, mais en rajoutant une couche de compréhension. Voilà, qui rajoute des choses et qui s'adresse presque aux spectateurs. Enfin, c'est une réalisation qui est assez magique et on va vous expliquer pourquoi. Avons-nous des trucs à ajouter avant de commencer? Bah, qu'on était au concert de l'apéro du Capitaine et que c'était génial. Oui, bah voilà. Par exemple. Parlons-en. Donc le concert, tu peux nous expliquer ce que c'est l'apéro du Capitaine? On en a parlé déjà une fois, mais c'est un podcast incroyable, premier sur le high-tech. Et donc ils font des chansons aussi dans leur podcast et ils ont fait un concert ce samedi. Et donc on y était en tant qu'envoyé spéciaux. Exactement, sur le terrain, pour vérifier s'ils étaient vraiment géniaux. Et effectivement, ils sont géniaux, il faut absolument écouter l'apéro du Capitaine. C'est très drôle. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous, on est d'accord. Ah oui, non, on est d'accord, mais c'est eux quoi. Mais c'est bien aussi, c'est un peu grâce à eux qu'on est là ce soir. Parce qu'on est on est devenu fan de podcast grâce à ce podcast et il n'y aurait pas l'apéro. Il n'y aurait pas l'apéro, il n'y aurait peut-être pas le. Pourquoi Buffy, c'est génial. Si on passait tout de suite à l'épisode, ça vous dit? Allez. Je me munis de ma télécommande. Attention, je vois pas ce qu'il y a dans le. Ah oui, télécommande, d'accord. Non, mais toi aussi t'es dans le double langage à chaque fois que non, je dis mais quelque chose. même pas. Je me munis de ma grande télécommande et je vais appuyer sur play. Dans 3. Si tu veux appuyer, c'est bon, Gabriel, parce qu'après on peut plus couper. C'est bon, c'est fait. J'étais tout à l'heure. Mais on n'a pas le droit de parler pendant le décompte. J'avais lancé le décompte là. C'est comme la fusée Ariane quoi. Okay. Non, pardon, vas-y. Une fois que le décompte est lancé, faut tout reprendre. Là, on doit tout reprendre depuis le début. Hey, bienvenue dans ce nouveau numéro. C'était une vanne, bien sûr. Mais taisez-vous pendant le décompte par contre. Ok, non, mais on ne dit plus rien pendant 3, 2, 1. Top, c'est parti. Je peux l'épicer. Voilà, très bien. Attention, début du Previously. Donc vous allez voir que c'est un Previously où on va nous raconter un très vieux truc. Voilà, c'est là. Ouais. Un truc de saison 4 où Tara fait exprès de saloper un sort de localisation de démons, je crois. Enfin, un truc avec des démons que faisait Willow. Comment on dit, elle le sabote quoi, c'est ça? Bah ouais, cache le truc. Et on nous explique ça, on va comprendre pourquoi elle fait ça maintenant dans cet épisode. Là on revoit aussi l'explication sur Dawn donc avec le moine qui meurt, qui explique à Buffy que ce n'est pas ta sœur. Ouais, c'est fou quand même d'implanter un truc et de le traiter une saison plus tard. Ouais, carrément, c'est Joss. Il est tout prévu. Ah oui, donc on va. J'allais dire une grossièreté, mais donc on va faire beaucoup de courbettes à Joss Whedon aujourd'hui. C'est l'épisode de. Ouais, là, on a bien fait 38. Monsieur Joss Whedon. Bon, donc séquence dans la chambre, on commence sur un chat. Voilà, ça commence avec Tara qui raconte une histoire à Willow pour l'endormir. En voix off, et ça c'est sympa parce que ça donne vie au truc qu'elle est en train de raconter quoi. On se dit, oh là là. Ah oui, car oui, ça fait un peu songe, un peu histoire, très bien. Ouais. Et donc c'est une scène classique de relation parent-enfant en fait, mais qui est détournée ici pour le couple Willow-Tara, pour montrer dès le teaser en fait qu'une relation presque filiale peut se développer entre deux personnes qui n'ont aucun lien de parenté. Là, on détourne les codes de la famille, mais au profit ils sont pas du tout de la même famille. Tara improvise une histoire de chaton, car à ce moment-là, elle est en train de regarder le chat. Et c'est une histoire de chaton qui est abandonné et qui est trouvé par quelqu'un, et du coup, qui trouve un foyer, tout ça. Et donc, bien évidemment, elle parle d'elle-même à travers cette histoire de chat. Elle, Tara, qui a trouvé dans le Scooby Gang une nouvelle famille quoi. Ouais. Mais ça on le sait pas encore, on va le découvrir en fait. Oui mais bon, dès le teaser c'est assez clair. C'est bien écrit. C'est assez clairement dit. Et puis le fait de commencer par Tara aussi,
on sait que ça va parler d'elle cet épisode quoi. C'est ça, elle est rarement. Enfin, du couple aussi Willow Tara. Elle est rarement présente dès le teaser, Tara. Ouais, carrément. Ouais. Puis c'est une intro aussi complètement différente de d'habitude. Là, ça commence dans une chambre en mode conte. On n'est pas dans un cimetière à taper du vampire. Non. Et je peux vous dire, de Tara et Willow dorment dans le même lit. Ah, il y a un plan, faut qu'on parle de la réalisation incroyable. Donc là, oui, ce travelling latéral, il est complètement fou et qui nous fait découvrir les deux personnes dans la pénombre qui chuchotent, qui sont en fait Giles et Buffy. En mode confidence. Et donc voilà, comme si la caméra était cachée derrière le mur. Et donc ça, c'est un message qui est clair, c'est que le secret que dit Buffy à Giles, seul le spectateur a le droit de le savoir en fait. Buffy va pas le dire aux autres. Elle va dire. Voilà, et en plus, elle le dit qu'à Giles, elle le dit pas aux autres membres du Scooby Gang. Et donc on est témoin de ça. Plan génial aussi en haut. Là. Et voilà, le même plan en haut de l'escalier parle de la même chose. C'est pour nous mettre à la place d'un enfant qui surprendrait ses parents en train de parler de choses importantes. Ouais, parce qu'on peut se dire que Dawn est en train d'écouter peut-être. Du coup, Buffy rentre dans le champ pour vérifier. Elle apporte que Dawn soit à la place du spectateur finalement. Ouais. Mais c'est le spectateur qui est là et c'est le spectateur qui est seul témoin de ça. Et c'est aussi une manière de me dire de quoi va parler cet épisode. C'est des histoires de famille dont on essaye d'exclure les enfants, mais qui finissent toujours par découvrir la vérité quoi. Et tout ça est dit dans la réalisation, c'est assez fou. Mais ce plan, moi je l'ai plus pris comme un Buffy qui prend conscience de sa responsabilité vis-à-vis de Dawn quoi. Aussi ouais. Ouais, mais c'est ça qui est dit. Ouais, t'as raison, mais c'est complètement ça qui est dit dans le dialogue finalement. Quand elle est en train de dire à Giles que elle se souvient que quand leur père est parti, elle s'est mise Dawn a pleuré pendant une semaine, alors que c'est un souvenir dont elle se rappelle, mais qui n'existe pas. Ouais. C'est génial. Le dialogue est génial. Ça donne un peu le vertige quoi. Tu te dis ah ouais tout ce que j'ai. Bah, je me rappelle. Mets à la place ouais. C'est hyper très dur à concevoir en fait soi-même d'avoir un souvenir qui est faux quoi. Ça existe un peu avec les rêves. On peut se rappeler de rêves et c'est des faux souvenirs. Mais... Ça donne une dimension matrixienne. J'aime pas ce mot, c'est un peu grossier. Faut pas le dire. Mais carrément, si. Mais dans la perception qu'on a du réel, du coup, ça chamboule un peu les repères et voilà. Mais je vois du Matrix partout en ce moment. Excusez-moi, je me le suis refait récemment. Je peux peut-être rajouter un truc, c'est que je suis désolé pour mon introduction. En fait, elle parle de sa famille de sang, mais qui est absente. Et du coup, Giles en fait, Giles a son. Papa. Oui, le fait de parler de son père à Giles, ouais. Ouais, bah bien sûr. Ouais, et ça fait écho à ce que Tara va vivre avec sa famille après. On choisit sa famille en fait. Non mais voilà, ouais, c'est clair depuis maintenant très longtemps que Giles c'est le père de substitution de Buffy, il y a aucun problème. C'est même le père de toute la famille. Tout à fait. Ouais. Là, on a loupé l'introduction. On a loupé Glory. Le Big Bad. Se relève. Glory, elle est assez incroyable. Moi, à l'époque où je voyais la série, j'ai trouvé que c'était le premier méchant qui faisait vraiment peur. Car on la sentait. Elle fait pas peur. Non, mais de prime abord, elle fait pas spécialement peur. J'ai le droit de finir mes phrases. Oui. Parce qu'elle est très 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 forte. Elle est beaucoup plus forte que Buffy. On s'en rend compte assez rapidement. Ah, oui. Et on se demandait comment elle pourrait la battre. Et jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elle avait un point faible. Mais avant de découvrir ce point faible, on ne savait pas. On l'a trouvé. C'est une déesse. Non, mais ce qui est cool aussi, c'est que c'est une fille, comme Buffy, c'est une fille sexy. Et elle n'a pas du tout l'image. C'est une espèce de Némésis quoi. C'est son double maléfique quoi. Faut pas du tout se faire. Elle est pas du tout comme. Excusez-moi, pardon. C'est un démon quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est le fait que ça soit la même, mais c'est pour ça le soi est toujours plus dur à combattre que l'autre. Forcément. Donc la scène de déménagement, une scène classique de famille réunie qui s'entraide pour cet événement, comme Giles le fait remarquer à Anya par exemple. Travelling génial au passage. Et c'est même de la Steadicam, on rentre dans le couloir et dans la chambre. Joss aime bien faire des longs plans qui se baladent dans le décor. C'est une de ses marques de fabrique. Et donc oui, donc je le disais... Giles fait remarquer à Anya qu'il faut s'entraider et on s'entraide non pas parce que ça fait plaisir de s'entraider mais parce que c'est logique, on fait ça quand on est une famille, on fait des choses c'est une famille les frères qui se battent voilà et Tara et les envies Riley et Alex qui sont en train de se battre, c'est l'image des deux frères qui se chamaillent. Bon c'est bien, c'est un pote Xander. Ah oui, Riley là on était très potes à l'époque mais moi maintenant ouais, un peu moins, et puis je sais que j'ai appris qu'il allait pas très bien. Moi. Il faudrait peut-être l'appeler pour lui remonter le moral, peut-être. Il en chie un peu en ce moment.
Gros Mais bisous bon, à c'est vrai Mignon. qu'on, je sais pas si on les a déjà vus aussi proches tous les deux. Bah non, moi il me semblait pas. Non, c'est ouais, mais c'est pour ça peut-être un peu exagéré pour montrer, s'appuyer cette image de famille. Il va pas gratter la tête avec le Non, poing, mais tu sais, c'est comme bien, ils font c'est dans les bien. films américains. Ah, je rigole, ma poule. Et donc voilà, et la réalisation, enfin le montage s'attarde régulièrement sur Tara. Voilà, Tara qui est toute seule dans ses cadres et les autres sont tous ensemble. Ouais, c'est ça. Elle est isolée au milieu de cette famille en fait, dont on voit clairement par son jeu qu'elle elle aimerait bien en faire partie, mais elle en chie un peu. Elle fait des vannes pourries qui marchent pas. C'est compliqué un peu pour Tara. Voilà. Ouais, c'est là la vanne qui marche pas. Hop, Bim, là, et là le plan génial. voilà, Tu regardes sans rien dire. Le contre-champ, le contre-champ est sur tous les autres qui réagissent de la même façon. Ça fout pas du tout à l'aise. Tara se sent très bien. Pour détendre l'atmosphère. Là, ça illustre bien le statut de personnage secondaire où, en fait, à part avec Willow, elle a une interaction avec personne, alors qu'elle est là quand même. C'est ça, et puis là, Oui, Willow c'est ça, était pas dans carrément. cette scène, donc forcément ça change tout quoi. Ouais, carrément. Oui, en fait, Tara, on a l'impression qu'elle est présente, mais comme tu dis, elle, dans toutes les scènes dont on l'a vue régulièrement depuis qu'elle est présente, c'était surtout avec Willow qu'elle interagissait. Et d'ailleurs, Comme Anya avant. ouais, voilà, quand Anya en début de saison 4. Et d'ailleurs, Alex et Buffy vont en parler plus tard dans une scène tous les deux, et ils vont se rendre compte qu'ils la connaissent pas du tout, Tara, que c'est surtout Willow qui la connaît. C'est surtout la copine de Willow. Mais bon. Ça va pas les empêcher de l'apprécier et de l'intégrer dans la le voir famille tout quand de même. suite. C'est ça qui est magique. Donc là, c'est Priorité au direct, Ben. séquence à l'hôpital. Ben qui est là. Ben qui est joué par Charlie Weber, je sais connais pas pas. trop comment on dit, qui joue dans How to Get Away with Murder. C'est une nouvelle série. Vous avez pas vu ça? Vous avez pas Non, regardé moi je croyais que c'était le copain de Rachel dans Friends. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est prenant. Et en plus, dans cette série, surtout, le mec, il a pas du tout la même tête que là. Il a triplé de volume, il a des énormes. Il est méga baraqué, il a une énorme barbe. Il fait un peu. Ah bah là, il est un peu baraqué quand même. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, il ses est abdos. baraqué, mais tout maigre. Ses abdos incroyables. Mais voilà, il a fait un peu. pas la méga barbe. Il a pris un peu de créatine. Plan incroyable de Joss encore. Voilà, plan séquence. C'est un génie cet homme. Plan séquence, alors plan séquence, on vous rappelle, c'est une séquence qui est dans un seul plan en fait, où la caméra, où il n'y a pas de coupe dans l'image. Et donc là, vous voyez que c'est un travelling qui va sur Ben, après qui repart sur la gauche sur le monstre, et là on arrive sur le monstre, et après il va se passer encore un truc, vous allez voir. Et donc c'est c'est pareil, comme je vous ai dit, c'est une des marques de fabrique de Joss de faire des plans séquences. Et en plus, c'est un plan séquence qui a un double sens quand on sait qui sont Ben et Glory l'un par rapport à l'autre. C'est plutôt bien joué ce plan. Donc là on arrive à la Magic Box. C'est malin. Donc là, il y a un petit focus sur Anya qui s'est super bien intégrée au groupe, alors que finalement, on l'a vu 2 fois dans la saison 3, et elle arrivait comme Tara vraiment dans la saison 4. C'est ça, ouais, elle était que avec Alex C'est avant. deux personnages qui sont arrivés à peu près à la même époque et qui ont le même statut, qui sont juste partenaires d'un des membres du Scooby, quoi. Mais Anya s'intègre mieux en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement ça. Elle est bien. Mais elle est pas du tout complexée aussi. Tara est complexée alors que Anya elle est hyper. Puis elle connaît les démons. Elle est utile. Elle est utile. Bah ouais. Voilà, comme si il fallait avoir une part démoniaque pour mieux s'intégrer dans le Scooby Gang en fait. Finalement. Et là, justement, sa partie démoniaque l'aide parfois à aider. Ouais, on le verra à la fin. Elle fait une réflexion à la fin dans les 2 épisodes. On a tout raté, tout le début de la scène quand Buffy et Xander arrivent aussi. T'avais des trucs à dire sur ce moment-là? Non, mais toi, tu voulais parler de Miss Détective. Ah non, mais c'est là qu'elle dit ça. Ça vient de passer. Ah, ça vient de passer. Oui, parce que faut que je le dise. C'est important. Donc Buffy a dit que elle compare Glory à Miss Congeniality. C'est une référence à Miss Détective, un film incroyable qui s'appelle Miss Congeniality en VO, et c'est le film préféré de Sartwoman. Donc je lui fais un gros bisou. Petite dédicace. Elle compare à Cordelia aussi. Et voilà. Et Miss Congeniality, c'est un prix qui existe vraiment dans les concours de beauté, qui va à la concurrente la plus sympa. Donc vous avez bien compris, c'est une grosse vanne ironique sur Glory qui n'est pas du tout sympa. Voilà, Miss Congeniality. Ouais, Glory, donc comme Cordelia, se comporte un peu pareil. Ça appuie ce que je viens de dire. Et donc là, il y a une longue conversation entre Buffy et Xander, c'est donc ce que j'évoquais tout à l'heure. Ils parlent de Tara, ils ont l'impression de ne pas trop la connaître et tout. Et c'est des séquences, moi, qui me plaisent beaucoup parce que Xander, c'est le rapport au réel, un rapport au normal de Buffy. C'est sa connexion avec le normal, avec la vie normale, parce que Xander, il n'a pas d'aspect démoniaque ou de super pouvoir ou quoi que ce soit. Et là, effectivement, il parle de la vie normale. Il parle de leur ami et surtout de Tara.
Ils ont une expression qui est marrante, c'est The Weekend Lifestyle. 2 niveaux de lecture pour cette expression. On sait pas trop s'ils parlent en fait de l'homosexualité des 2 jeunes femmes, de Willow et Tara, ou s'ils parlent de la magie. Voilà. Et on sait même pas trop si eux savent vraiment de quoi ils parlent. Ils ont l'air super pas trop à l'aise quand ils parlent de ça. Mais ils sont pas à l'aise parce qu'ils la connaissent pas. Voilà, ils la connaissent pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent, on sent dans ce qu'ils disent qu'ils veulent pas cataloguer Tara sous prétexte que c'est une lesbienne sorcière. Ils veulent la connaître quand même, et donc ça montre vraiment une grande preuve d'ouverture de ces personnages qui ne s'arrêtent pas à ces stéréotypes de weekend lifestyle. Donc là, baston chez Spike, priorité direct. Mais grosse métaphore, bah là elle est pour toi, Santa. Ah bah là ça. La métaphore sexuelle. Va détendre, il lui dit à Axel, et bah du coup, tac, raccord sur ça, et métaphore sexuelle. Bah oui, pour plus, là, c'est une baston qui peut être vue, on voit bien dans toutes les positions. Là, la position qui va arriver, là, Spike sur le fauteuil. C'est évocateur. Regarde, tac. Attends, non. C'est une bim, bim, bim. C'est sympa quand même. Et là, voilà, c'est assez évocateur. Par contre, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce qu'il peut pas la frapper normalement puisqu'il a la puce. Et oui, c'est ça, tout à fait. Ah oui, donc c'est un indice qu'on est dans un rêve. Ou la réplique I'm coming, les fois, bah là c'est complètement sexuel. Alors peut-être complètement sexuel. Voilà, la parce que le verbe to come a deux significations en anglais. Tu peux nous expliquer ça, Riley, peut-être? Bah non. Je suis assez curieux, Riley. Bah venir, vous voulez que je vous montre? Non, ça va, c'est pas grave. Et donc voilà, ça finit au pied avec Harmony. Donc et elle lui demande à quoi tu penses, il ne pense qu'à Buffy. Voilà, on comprend très très bien que Spike a une petite obsession pour Buffy. Légère. Crush, c'est l'épisode juste après, non? Crush. Non, pas Crush. Toi tu dis Crush, moi je dis Crush, mais ça peut être pas juste après. Non, c'est Crush. Le full for non. Je confonds les épisodes. Tu confonds les. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on en perd notre latte? Alors là, on est retourné à la Magic Box. On a raté la méga vanne de Giles qui dit qu'ils ont pas trouvé d'idée de cadeau pour une sorcière dans un magasin de magie. Ils sont des débiles. Et surtout, on va arriver en fin d'acte 1. Et comme on vous le répète régulièrement dans ce podcast, en fin de premier acte, donc au moment de la première pub, on doit avoir le méchant de l'histoire doit avoir été identifié. Et c'est pour ça qu'on a ce gars là avec un bouc étrange qui arrive, et c'est le frère de Tara. Et donc pour nous montrer que le méchant dans cet épisode, ça va être la famille de Tara et la famille au sens large. Donc voilà, Tara elle est marrante, elle est très à l'aise et tout, et dès qu'elle voit son frère, oh là, qu'est-ce qui se passe? Elle a peur. Petit choc. Le bouc, il faut dire qu'il est assez. Non mais comme si c'était Buffy qui se retrouvait face à un démon. Elle a le même genre de réaction, sauf que c'est juste une sœur face à son frère. C'est étrange. Donc nous revoilà après la pub. C'était la pub, c'était bien cette pub. C'était une Cooper pub. Tara, elle joue super bien. Elle va se mettre à bégayer, parce que dès qu'elle est pas à l'aise, elle reprend le bégaiement un peu qu'elle avait. Voilà, c'est super. Vraiment, elle est pas du tout à l'aise de voir son frère. Moi j'ai toujours trouvé ça un peu facile, le bégaiement. Ouais, mais ça marche bien. Elle le joue bien. Je trouve que ça marche bien avec elle. Elle le joue bien, ouais. Ça dépend des acteurs, sûrement. Mais... C'est juste que j'ai trouvé ça facile. Une nana pas à l'aise, donc elle bégait. Je trouvais que c'était un peu trop. Certes. Ouais, mais c'est aussi dans sa posture. Il y a pas que le bégaiement. Elle est mal. Alors attention, donc là il y a le père qui arrive, pas que le frère qui arrive. Et surtout il y a Cousine Bess. Et Cousine Bess, c'est qui? C'est Amy Adams. Pardon. Je suis président du fan club officiel de Amy Adams. Ah, c'est donc toi? J'adore cette actrice, j'adore cette personne, j'adore cette. Voilà. Bref. J'adore cette personne. Oui, je suis sûr que c'est une belle personne dans la vie. Oui, bah elle est là. Moi, je l'adore. Alors, petite anecdote sur Amy Adams. Je vais essayer de faire court parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Non, la même année que son apparition dans cet épisode de Buffy, elle avait aussi joué avec Nick Brandon dans Psycho Beach Party, qui est un film, excellent film, qui parodie les films de monstres des 60s un peu, c'est ça, Riley? Les films de driving et tout ça. Ouais, c'est ça parodie ce genre de film. Et elle avait aussi, elle avait aussi une connexion avec Sarah Michelle Gellar, parce qu'elle avait aussi repris le rôle de Sarah dans Cruel Intention 2. Cruel Intention 2 qui était que tout le monde a vu, bien sûr. Alors, mais qui est très drôle. Moi, je l'ai revu, j'ai trouvé ça drôle. C'est une comédie. Je l'ai vu. Mais ouais, c'est une comédie. Non, mais c'est totalement dans la comédie. On n'est plus du tout dans le drame comme dans le premier. C'est haché de rire.
Et c'était drôle parce que au départ ça devait être une série et puis ça a pas marché, donc ils ont voulu en faire une suite, un préquel reboot. Elle joue quel rôle Amy Adams du coup? Eh ben elle joue le Marteuil, le rôle de Sarah Michel. Que tenait Sarah dans le 1. T'oublies Arrête-moi si tu peux quand même, qui est le plus notable de tous si je peux me permettre. Mais Amy elle a eu une carrière monstrueuse depuis. Démoniaque même. Elle a pas joué dans Lost aussi? Ah non, je confonds. Alors attendez, parce que Riley, tu arrives avec ta superbe chemise. Et voilà, bah oui. J'avais mis une chemise trop grande encore. C'est pas grave. C'est des années 90, hein, voilà, il en faut. On pardonne. Bref, et ce pauvre Riley, il est amoureux. Hein. Voilà, on va en parler. C'est un peu triste, mais on sent que Buffy est moins à fond que Riley. Hein. Voilà. Mais alors, quoi tu sens ça, Riley? Pour l'avoir vécu, j'ai l'impression que ça fait un peu fake. Hein. Et surtout, elle le rejette. En fait, on est un peu tôt là, mais elle lui. Tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est son rôle de tueuse, elle met Riley en dehors de tout ça et lui ça l'énerve. Et ça l'énerve. Et là, tandis que elle reprend son rôle de protectrice. Bah oui, là dans cette scène, il y a Dawn qui vient d'arriver et elle interdit à Dawn de sortir. Et bien évidemment, c'est un double sens cette scène parce qu'elle cherche à protéger Dawn par c'est son rôle de grande sœur, hein, déjà. Mais aussi parce que Dawn est la clé, elle l'a appris. C'est une clé qu'elle doit protéger. C'est le moine qui lui a dit, c'est sa mission de tueuse. Et en retour, donc c'est une nouvelle preuve que la famille, c'est compliqué, car Dawn se rebelle et ça rend ouf Buffy. Et surtout, là, avec l'apparition de Dawn dans la famille de Buffy, on va voir que la famille de Buffy va de plus en plus se confondre avec sa mission de tueuse et la partie surnaturelle de sa vie. Dans le tout premier podcast, on a expliqué que Buffy il y avait deux parties, il y avait sa vie normale et sa vie de tueuse, qu'elle essayait de gérer les deux. Et là, dans cette saison 5, vous allez voir que la partie surnaturelle, donc la partie tueuse, va prendre de plus en plus de poids sur sa vie normale, avec dans la suite de la saison, la perte de sa mère et la fuite, enfin le départ de Riley, entre autres. Ce sont des symboles qui vont montrer que sa partie tueuse va beaucoup plus elle compte de plus en plus, plus en plus sur sa partie vie normale. Et si on parle de Rhea, on voit que dès que Dawn est apparue, Riley et Buffy ne sont plus du tout dans les mêmes plans. Ouais, voilà. Ils sont qu'un contre-champ. Elle oublie tout de suite son petit ami normal en plus, qui leur de vie réelle, pour se consacrer uniquement à sa mission de tueuse. De grande. Mais Riley il est loin d'être bête, puisqu'il a compris tout de suite que ça allait plus loin que le simple engueulade de. Attends, il vient de la loi. Hein. Et là, ça a l'air de. Après, c'est bien, justement, ils vont développer cet axe-là. Je me trouve un peu sadique de te faire revivre ça, Riley. Franchement, c'est pas facile. On est obligé de ressasser ces problèmes. Je l'ai mal vécu à l'époque, hein. Je vous le cache pas. T'as eu des petits problèmes dans des bars. On va le voir dans un instant. Donc là, chambre de Tara. Le père qui en fait des caisses. Hein, le père qui en fait des caisses. Hyper cliché. Ouais. J'attire sur votre attention sur le fait que c'est un épisode pour l'instant pratiquement non fantastique. On n'a pas beaucoup vu de fantastique. On a vu un monstre, un démon qui tire la langue. Ouais, mais il a juste vu que sa tête, tête, quoi. On n'a pas vu grand chose. Hein. Et surtout, la série, normalement, elle utilise toujours des métaphores fantastiques pour nous parler de vrais problèmes. Mais là, le problème qui est, selon moi, l'obscurantisme et l'écrasement des membres féminins de cette famille, donc la famille de Tara, qui n'a pas d'ouverture d'esprit, face à l'épanouissement sexuel et spirituel de leur fille, et ce gros problème-là, il n'est pas représenté par un démon à combattre ou un sort à déjouer, mais comme pour un drama classique, par du non fantastique, par un simple mensonge en fait. Ouais, mais un mensonge fantastique, enfin qui se base sur des trucs fantastiques. Voilà, c'est cool, c'est quand même Buffy. Mais c'est juste un mensonge, ouais. C'est ça voilà. Mais bien sûr, comme on est dans Buffy, plus tard, il va y avoir un peu de magie, vous allez voir, mais voilà, le problème, il est. Tu vois, c'est comme si on mettait Buffy la tueuse et donc Tara la magicienne confrontée à un problème somme toute banal, le mensonge de sa famille et une famille. Problème social en fait, pas du tout. C'est ça, exactement. Mais donc c'est bien, c'est assez peu courant pour le noter. Donc là, le père, il fait la morale, faut que tu reviennes avec nous, machin. Elle pas trop. C'est là qu'on apprend un peu pourquoi, que le père lui révèle que, qu'on lui fait croire, qu'on comprend qu'il lui fait croire que c'est une démone. Ouais, c'est ça. Enfin, qu'elle peut. Et donc, pareil, toujours double sens. Il y a toujours plusieurs sens dans les scènes. De toute façon, à chaque fois que le père parle de magie ou de démon, on est tenté d'entrer en homosexualité, magie, homosexualité surtout, et surtout épanouissement. Lui, il veut que sa fille soit avec lui et fasse ce que lui veut, et sa fille veut faire un peu ce qu'elle veut, quoi.
Et donc, bien évidemment, c'est une manière de parler de toutes ces familles qui n'acceptent pas la sexualité de leurs enfants, mais à la manière de Buffy, Ou avec, juste avec un peu leur de... différence. Voilà, exactement. Voilà. Il y en a des tas d'exemples, c'est la manière d'en parler de Buffy. Donc là, Glory, dans son... Qui est dans son dressing, le son Big Bad dressing, incroyable. Qui est assez- dans son dressing. Qui est dans son milieu naturel, on va dire. Ils sont forts dans Buffy pour les méchants quand même. Je trouve Là, non, c'est mais risqué. vrai, là, Glory, c'est risqué. Moi, Mais j'ai eu ouais. du mal, au début. hein. Ah ouais Non, elle Ah est ouais. géniale, Glory. Moi, j'ai Justement, eu elle se du mal. comporte comme Cordelia, qui sur nous la manque. fin, la fin de la saison, là c'est badass. Avant, j'avais du mal avec Je Glory. trouve ça fou, il monte dans un dressing, elle a fait prisonnier un démon, enfin c'est super. Ouais, non, mais il y a C'est plein de bien trucs vu. comme ça dans la saison, mais. Mais comme Dans le le maire. concept, pardon, excuse-moi, ouais. mais dans le concept, je trouvais. Voilà. Bah, c'était comme le maire dans la saison 3 qui est complètement décalé comme dément. Exactement, Ouais, c'est un peu mais ça, ils ouais. partent sur le même idée, et c'est génial. Et là justement, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle trouve la tueuse commune comme ennemie. Donc ça prouve Ouais, que elle dit encore une Ouais. tueuse. ouais, c'est banal. Ouais. Mais ça montre qu'elle est. ça C'est montre- pas n'importe qui. Voilà, ça montre que c'est Ouais. une déesse. Si j'avais des amis, j'aurais trop la honte qu'ils la prennent, un truc comme ça. Très bonne réplique. Voilà, bon là. Le démon a pas l'air si cool. Hein. Moi, je le trouve un peu ridicule avec son nez de clown. Ouais. Il est Mais c'est un sale. prétexte, ce démon en fait. Bon. Mais il est bien, ce Bah, démon, comme non beaucoup. Ouais, il est pas mal. Quand il tire la langue, tout à l'heure, Ah, il il est est plus fragile. impressionnant que là. Même temps, c'est voulu du coup. Il fait un peu kiss du coup avec sa Kiss, langue ouais. et son maquillage. Il fait kiss, ouais. Donc là, chambre de Tara, il y a Willow qui rentre dans la chambre et il y a une mise en scène qui est intéressante autour de la thématique de la porte. Je vais vous parler des portes. C'est une conversation. Voilà, ouais. C'est une conversation qui aurait pu se passer à l'extérieur ou par téléphone parce que c'est juste Tara qui envoie chier Willow. Mais là, elle se passe dans cette petite chambre et regardez là ce plan, bim. Tara et Willow sont l'une face à l'autre et il y a cette porte qui est au milieu d'elle. Ouais. On met la porte. C'est une porte, la porte qui sépare Willow et Tara et même dans les champs contre champs. Enfin non. dans certains champs contre champs, Bah non, les, oui. les premiers, pas ceux-là en ce moment. Ah mais il y oui, en a. d'accord. La porte est du côté de Willow, comme si parce que c'est un moment où Tara se demande si elle doit quitter Willow, quitter cette vie, si elle doit prendre la porte. Mais- Voilà, la porte sépare les deux C'est vrai là. qu'elle est quand même vachement présente. Elle est Autant au super début, présente. Et il y a même une guirlande autour. Ah oui, merde, on la voit mieux, ouais. Joss Whedon appuie ton analyse en fait. Ouais. Bah vas-y. Et là voilà, là le champ contre champ, voilà. Là, on Willow voit et la porte. Bah, bien sûr. Bah forcément, elle va compte s'en aller, donc elle est à côté de la Mais porte. non, mais là c'est flagrant. La mise en scène c'est Tu vas flagrant. pas trop loin. Non, d'accord. Bon, très bien. La Ouais, porte. c'est vrai. Ah oui, effectivement, c'est Et flagrant. là, on revoit la porte se fermer. Attention, encore une Elle porte. sort par la porte. Elle sort pas par la fenêtre. Hein. C'est vrai comme Dawson aurait pu sortir par la fenêtre, elle sort par la porte. Non mais attendez, la Non, c'est Joey qui sort par la fenêtre. grosse Bon, importance ce qui de est la bien, porte. c'est que Tara se laisse pas faire quand même. Elle va direct dans les bouquins de magie pour trouver une explication ou une solution. Une porte de sortie. Voilà, il y avait un super travelling Riley dont tu voulais parler, il paraît. On est dans la Magic Box. Ouais, il a le travelling, on passe au-dessus de la table. Je sais pas si c'est un travelling d'ailleurs, on passe au-dessus de la tête d'Alex à côté de Jace. Non, ça, c'est Et de la après scène. Dawn, on va chercher Tara qui est cachée derrière. en Voilà, fait. tu fais pas Ouais, ça c'est avec du des stead. rails. On est en stead. Mais tu fais des travelling avec Mais genre, des le rail, il Des est. têtes, avec un stead comme ça, tu Bah peux- bien sûr, oui, tu peux lever, je pense. Et là, C'est donc, cool. c'est une nouvelle preuve Super de ce plan. que je disais, les plans qui nous mettent à la place de l'enfant qui observe la famille. Et donc là, voilà, Tara, elle arrive dans la Magic Box par le coin, par la porte dérobée. Là, d'ailleurs, où se trouvait Dawn. Oui. Et elle se cache dans l'embrasure de la porte pour leur lancer un sort de. Faut arrêter avec les portes. Qu'est-ce qui se Non, passe non, là enchaîne. Parce que là, il y a. Regardez, Attends. elle a lancé un sort de magie là. De la farine. La farine. téléguidée. Voilà. Et là, voilà, ils ont Et jaune. ils ont sniffé de la farine et il va se passer des choses bizarres. Ouh là là, on a peur. Pas faire Et le donc, voilà. relou, mais moi ça m'a étonné que Willow ne réagisse pas plus que ça. Ah, tu Bah, te fais elle peut envoûter, pas, tu elle a sais été pas. envoûtée par un sort. elle peut Ouais, pas. non, mais je sais pas, ouais. Bah, elle est Hop, peut-être on pas est encore, chez Willy, bar incroyable. Voilà, donc premier plan, on nous indique qu'on est chez Willy avec les. Là, le premier plan est génial Bah, parce sauf que c'est pas Willy. Hein. c'est pas Willy. Le Pardon, premier plan est génial parce que le remplaçant de Willy parle d'un mec qui vient tous les soirs tout le temps et du coup, c'est une surprise quand on voit que c'est Riley. C'est-à-dire que le mec vient Ouais. déjà depuis plusieurs jours et on s'y attendait pas. Et tout le début de la scène ne nous montre pas Riley justement. C'est parce qu'il va pas bien, faut qu'il picole. Bah voilà. Et il va picoler dans le bar, le pire bar de tout Sunnydale bien sûr. Il cherche la merde. Et, Ah oulala. et là, Bonsoir. voilà, et là, arrivée d'une jeune demoiselle, jeune demoiselle. pas dégueu. C'est la vampire donc qui chauffe. Ah oui, parce qu'on sait pas encore, mais enfin c'est une vampire. Elle va chauffer Riley sans trop de comment dire. Ah ouais, c'est Sans trop de direct, pincettes, hein. Voilà, elle va y aller direct. C'est Hein. plutôt franco. Alors, Même si ils l'ont fait pas là, non, c'est la lumière. rappelez-vous, cette nana, c'est la vampire que Willow, mais la Willow vampire, la Willow Ouais. vous savez, de l'univers parallèle qu'il y a dans The Witch.
Et surtout la Willow qui arrive dans l'univers normal dans l'épisode Doppelgang. Faut mettre un sous-titre là. Doppelgangland. Doppelgang, ça vient des Doppelgangers. Enfin bref. Oui, très bien. Donc c'est l'épisode 316. D'accord. Willow dans le bronze, elle mord une nana qui s'appelle Sandy, qui dit s'appeler Sandy, et donc a priori, plus tard dans l'épisode, elle l'a sûrement transformée en vampire vu qu'on retrouve Je Sandy. ne sors pas avec des vampires. Ça, c'était une de mes consignes. Et regarde, là elle joue super bien Sandy parce que là elle fait une grimace et là on voit tout de suite son côté démoniaque. J'adore cette actrice. Elle s'est fait griller quoi, c'est vexant. On pourrait parler de cette scène de Willy. Voilà, en priorité au direct. Priorité au direct. Oui. Donc là, on voit. Ce qui est cool, c'est qu'on voit Spike avec cette fausse tête de Buffy qui cache. Et en fait, ça montre qu'il a vraiment une obsession pour Buffy. Il la veut, quitte à avoir un substitut. Ça renvoie un peu à les jeux sexuels qu'il va faire avec Harmony. Sur jeu de rôle et sur le robot qu'il y aura après un peu plus tard. C'est le travail. Il veut une image de Buffy. Trouver quelque chose, un palliatif à Buffy. Stop. Priorité direct. Une énigme de Tonton Giles. Oh putain, ça faisait longtemps. Allez, bon, je fais rapidement. Vas-y. Alors cette fois, c'est dans le futur. Giles, il est vieux. Il est devenu vieux. Il sort plus de chez lui. Et il habite dans une maison poussiéreuse à Londres. Et comme tous les dimanches après-midi, il garde les enfants de Buffy. Elle a eu des enfants avec quelqu'un. Moi je vous dis pas qui est le père. Avec Clément, je crois. C'est moi. Mais voilà, c'est Riley évidemment. Alors les enfants ils sont là. Raconte-nous une énigme, Tonton Giles. Vite, une énigme et tout. Ouais, alors du coup, ok, Tonton Giles il sort un bouquin et il leur lit une énigme. Dans un pays très lointain, 2 rois se disputent le pouvoir. Oh, il y a Amy Adams là. Ouais. Plutôt que de faire la guerre, les 2 rois se lancent un défi. Ils construisent chacun un labyrinthe complexe. Je regardais le truc. Bah oui, il y a Amy Adams donc c'est pas facile de se concentrer sur les. Ils doivent tous les deux construire un labyrinthe et celui qui construira le labyrinthe le plus complexe sera le gagnant et deviendra le maître de tout le pays. Ok, très bien. Le premier roi il dépense toutes ses richesses, il construit un labyrinthe de fou, 150 km de pièges, de ronces, de plein de carnivores. Et l'autre il fait rien, le deuxième roi il reste tranquille, dans son harem. Tranquillou. Et finalement le premier roi fini, il appelle le deuxième, il lui dit vas-y fais mon labyrinthe. Le roi il met quelques jours quand même, mais il réussit à sortir du labyrinthe. Il en sang et tout ça, il sort et il lui dit maintenant c'est à toi de passer mon labyrinthe. Il l'emmène aux portes de son labyrinthe à lui, le premier roi, hein. Vous suivez ? Oui. Ouais, on est à fond là. Sauf que il ne sortira jamais de ce labyrinthe. Pourquoi, à votre avis ? Ah, c'est ça l'énigme ? Quelle est la particularité de ce labyrinthe ? Pourquoi l'autre... Ah donc il a quand même fait un labyrinthe. Il a fait un labyrinthe mais sans rien faire. Moi je dirais qu'il s'est perdu dedans. Oui, non mais d'accord, mais pourquoi ? D'accord. Mais si. Ça a l'air dur quand même cette énigme, Riley. Non, bah c'est... attendez, il y a Buffy qui fait une acrobatie incroyable, tout le monde s'en fout. Elle est très souple. Vous avez habitué à des énigmes super faciles là, je suis voilà, mais il y en a marre qu'on trouve en 1 heure la réponse. Ah là, une porte. Ah oui, c'est génial. Oh la vache, je vous avais dit, thématique de la porte. Donc oui, réponse dans l'énigme, il y aura un article là, posté le lendemain de... Et voilà, et celui qui trouve la bonne réponse, celui ou celle, bien sûr, qui trouve la bonne réponse à l'énigme aura le droit à l'épisode, le prochain épisode en avant-première. Et un gros bisou. Et un gros bisou, bien évidemment. C'est le plus important. Donc là, on a vu la fin de l'acte 3 avec Willow qui ouvre la porte et qui ne voit rien, parce qu'il y a eu un sort... Il ne voit plus les démons en fait. Et voilà, c'est emmerdant. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais parce que peut-être que le temps a paru long avec cette énigme incroyable. Mais en fait, l'acte 3 a été très très court. Et on peut se demander pourquoi c'est un acte aussi court, parce que c'est pas les constructions normales d'un épisode de Buffy. Et on a seulement vu, on a rien appris dans cet acte 3 parce que le sort il avait déjà été jeté. Et il y avait juste Amy Adams qui était incroyable, on est d'accord. Et il y avait une énigme dans l'acte 3. Et il y avait une énigme dans l'acte 3 mais qui est pas dans l'épisode de Buffy. Mais surtout, c'est génial ce plan. Ça donne des actes complètement déséquilibrés. Et ça, il y a que Joss qui peut se le permettre. C'est lui le patron de la série, donc il peut se permettre de déséquilibrer exprès sa série. C'était sûrement pour pouvoir avoir un acte 4 beaucoup plus important et beaucoup plus. Il faut penser à l'éventreur de Last Action Hero aussi, non ? Donc là, il y a les démons qui cachent la coupe des cheveux. Oui, et même j'ai pensé à ça aussi, ouais, bien sûr. Donc là, les démons sont dans la Magic Box et personne ne les voit. Et bim, bagarre. Elle a senti le truc quand même. Ouais, c'est Atus quand même. Génial. Voilà, la scène de baston est géniale. Ouais, c'est marrant. Mais si, parce que justement, il les voit pas.
Bah ça, mais du coup, ça, voilà. À tourner, ça devait être génial. C'est handicapant un petit peu. Et là, elle s'est dit, oh putain, on fait chier mon mec. Alors Anya se débine. Non, se débine. Non, pas du tout. Pas du tout, oui, non, j'ai mal employé le verbe. Le verbe débiner. Là, une cascade de Willow. C'était Willow ou c'est une cascade? On sait pas, c'est peut-être une cascadeuse. C'est une cascadeuse, comme la scène de beaucoup, Spike tout à l'heure, c'était un peu un cascadeur quand ils se battent avec Buffy. Parfois ça arrive. Et là, il y a un petit temps de Spike qui met un peu de temps à réagir. Je trouve ça intéressant. Et puis finalement, allez, bon. Comme d'hab. Bah ouais, finalement, il aime bien la tuer parce qu'il venait la voir se faire tuer, puis finalement, non. Là, il se dit, il y a Kiss qui joue en centre-ville, ou alors c'est des démons, je sais pas, faut voir. C'est faux. Ouais, c'est pas que finalement il fait partie de la famille aussi. Il se prend un gros vent de Buffy. Ouais, je t'aime, il semblait lui dire. Regarde, je suis en train de taper le mec là. Eh ben, vois pas. Donc là, grosse crise, hein. Qu'est-ce qui se passe Et là, il y a un nouveau plan qui a pas mal là, voilà. J'ai déjà été blessé ce Shut up, voilà, on avance sur Buffy, on la contourne. Ça c'est cool. Voilà, et Tara qui arrive à ce moment-là. Tara arrive. Buffy, C'est bien écrit. Ah oui, alors j'avais oublié de dire quelque chose, c'est que justement Tara, en agissant comme ça, en utilisant ce sort d'invisibilité démoniaque, elle agit finalement comme son père, en mentant à ses proches, et elle finira par comprendre que la vraie famille, c'est celle à qui on ne ment pas. Elle va annuler le sort et elle avouera ce qu'elle a fait à sa famille. Et voilà, elle comprend que sa vraie famille, on ne ment pas à sa vraie famille. Donc là, elle annule le sort. Et bim, voilà, le démon est visible par Buffy qui peut le savater comme il faut. Et là, ça fait plaisir. Ouais, la famille débarque aussi, bien sûr. Hein. Ils étaient à côté. Par la porte, on débarque par la porte. Mais bien évidemment. Buffy lui écrase la nuque. Elle lui pète la nuque. Ça doit faire mal. C'est efficace. Visuellement, c'est efficace. Ah là, ce plan génial de Dawn qui est relevé par Jace. Là aussi, la même thématique que je rabâche depuis tout à l'heure. L'enfant qui se cache sous le bureau est relevé par la figure paternelle Jace pour découvrir les cadavres du démon alors qu'on l'avait caché. Et voilà, c'est la même chose. L'enfant qui se cache pour pas voir les choses adultes, mais qui finit toujours par les voir les choses adultes, comme Tara qui va comprendre ce que son père lui cachait, etc. C'est toujours la même thématique qui revient dans cette réalisation. Et encore une fois, la figure paternelle n'est pas le père de sang. C'est le père. Voilà, c'est Jace, père spirituel. Jace, c'est un peu notre c'est ce qui va père. se passer avec Tara après. Le mentor. Comment ça? Ah oui, juste après, avec son père. C'est pas sa famille de sang qui est sa vraie famille en fait. Ouais. Ah oui. Donc là, Monsieur Maclay, un conservateur réactionniste de merde. Réactionnaire. Ça existe. Réactionniste, ça existe. C'est les extrémistes de la. Voilà, ils sont encore pires. C'est les pires. C'est très bon ça. Là, je vais attirer votre attention sur la réplique de Willow qui va arriver quand elle fait I know that, justement lancée au père de Tara. Et c'est très intéressant parce que c'est une valeur de plan qu'on n'aura pas encore vue jusqu'à présent. Et c'est un plan qui, par le montage, va claquer. C'est exprès vous allez voir que le montage claque, exprès pour faire claquer cette réplique encore plus fort, pour surprendre le spectateur de la même manière que la réplique surprend le père de Tara, qui se la prend en pleine face et qui n'est pas habitué à avoir une petite nana de 20 ans qui lui répond comme ça, quoi. Donc, ah oui. J'aime beaucoup cette manière d'utiliser le montage pour soutenir le récit. Ils jouent bien, hein, les filles, là. C'est cool. Ah, c'est de bonnes actrices. C'est triste. Bah, on sent moins le côté allez, on est au taf, on fait un truc un peu mécanique dans le jeu, enfin il y a plus d'implication dans celui-là, je trouve. Elle avait I know that. Ouais, c'est là. Tac, c'est limite. Vu ça les regarde. Le plan est très rapide, et c'est une valeur de plan qu'on n'a pas encore vue, donc c'est exprès pour choquer. C'est cool. Ouais, c'est limite un plan Buffy quoi. C'est l'héroïne. Ouais, c'est sa meuf quoi. Tu touches pas à ma meuf. Exactement. Bon là, le père il s'énerve, voilà. Et là on va arriver dans le mélo, mais le mélo qui fonctionne bien, moi je trouve. Tu vois, parce que c'est très larmoyant, mais ça claque. Buffy qui commence à dire ouais machin. Ah tu vois, elle se retourne. Voilà, c'est bizarre, c'est pas bizarre ce plan. Mais parce que c'est de la mise en scène, c'est fait exprès. Ouais, mais elle était déjà face. Le twist. Mais elle était déjà face au père avant. Il faut qu'elle se retourne. Ouais, mais attends, mais hors champ, il y aurait eu une porte et il aurait fallu qu'elle prenne la porte. Non mais d'accord, mais on l'a peut-être vu. Peut-être que hors champ, elle s'est retournée et que le faux raccord s'annule. Et donc là, génial, voilà, les meufs. Déjà au départ, les meufs Somers se font face au type et puis après c'est cool, Dawn aussi. Tout le reste de la famille. Et Jace qui arrive.
Avec ses lunettes. Ah ouais, il y a moi Qui aussi. remet ses lunettes. Salut. Je suis Giles. Et ma hache. C'est le Seigneur Zano. C'est ça fait ça. Bah, Seigneur Zano a tout pompé sur Buffy, on est d'accord. Évidemment. Et là, réalisation incroyable une nouvelle fois. Vous avez le plan sur lequel Buffy dit We're family. Pareil, c'est le plan qu'on voit. Voilà, bim, celui-là. Et c'est où tout le monde est là. Et c'est au moment où elle dit la réplique We're family. On est une famille. Et Voilà, et tout est dit. maintenant Tara elle est intégrée dans les plans alors que la famille de. Elle est intégrée dans le plan avec les autres du Scooby Gang alors que la famille de Tara est isolée complètement. Voilà, ce plan où son frère est tout seul. Voilà, ce plan We're Family, ils sont tous unis là, alors que les contre-champs sur la famille, si on les regarde de plus près, on voit qu'ils sont soit isolés, soit carrément coupés, soit Cousine Bess, elle est derrière floue, donc les cadres sont moins Là, c'est uniformes. Anya, Ah ouais, Anya qui lève la main. Je te dis que j'étais amoureux d'Anya ou pas? Il y a... Moi, les démons, j'en connais un rayon. Alors, figurez-vous que. Et Anya est incroyable. Que Anya Je connais Anya Non, personnellement. parce que tu mets les sous-titres en anglais, Sartman, du coup j'ai eu du mal à Retrouver la réplique. retrouver la réplique. Bah, evil is evil. C'est ce qu'elle dit. Voilà, mais j'aurais dépassé là. Bref. Ah, mais Anya lui dit avec son expérience qu'il n'y a pas de démon en fait, que c'est un mensonge. Alors là, bim, Spike qui Ça, donne c'est un bon, coup à Tara. C'est Moi, je tiens à vous dire que ça sert à rien parce qu'en fait, C'est un gag. C'est drôle. c'est un gag, mais on savait déjà que que Tara n'était pas un démon au moment où il y avait le sort pour rendre invisibles les démons. Vu que Buffy la voyait, Anya, on avait compris, et même Buffy aurait dû le comprendre, que Tara n'était définitivement pas un démon. Ou alors Mais bon, peut-être que sous-entend que Spike n'avait pas compris aussi avant. Ça rajoute un petit Non, truc. Il est blanc. Ils ont dû, alors voilà, non, ils ont dû rajouter ça pour encore plus intégrer Spike dans la famille parce que je sais pas si vous avez vu, mais Spike dit je ne fais pas partie de cette famille, moi Mais je suis là, il mais est je là m'en quand fous. même. Mais il Mais est quand même. Il est dans le fameux plan We're Family. Ouais. Ouais. Et voilà, il fait ça, Spike, par ce plan, fait C'est son totalement partie de la famille. À l'inverse de Riley, qui, je le rappelle, n'est pas là. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait un podcast peut-être. Riley n'est pas en train de faire un podcast, il est en train de faire des cochonneries avec Sandy, la jolie vampire. Et voilà, et il ne fait pas partie, il n'est cette pas là à ce famille. moment-là, et ça nous montre qu'il ne fait pas partie de la famille, est-ce qui va pas tarder il à était pas un peu dégager. condamné dès le départ par Joss que c'est un perso qui était amené à pas rester avec Buffy depuis le début. Oui, ben non, et là, Là c'est le début de la fin vraiment pour Riley et Buffy quoi. Mais là, la mise en scène est très claire. Ouais, en là-dessus. plus. Ouais. Donc on a loupé toute la fin là, je sais pas si vous avez des trucs à dire, mais hop, nous on est déjà au bronze. Donc anniversaire de Tara. Donc il y a c'est des la ballons fête, forcément. Il y a des ballons, c'est une fête d'anniversaire, ça rigole. Voilà, on a plein de scènes ouais. C'est peut-être ils sont clippé, tous en plus. contents. Ouais, il y a plusieurs scènes différentes où ils sont contents, c'est la fête. Bah ouais, on est content. Et voilà. Ah ouais, c'est bizarre comme Dans fin les autres d'épisode, épisodes, ça serait traité en Mais- 2-3 plans. Là, voilà, Là, ils ça accentuent prend son vraiment temps. sur la famille. Il ensemble. a vraiment déséquilibré cet épisode exprès. Tout Ça, c'est génial, il a offert une boule de cristal à Tara. on est toujours il dans est la. trop content. On est toujours dans Il la. donne avec le balai aussi. Les sorcières. Et le balai est un meilleur cadeau que la boule, donc c'est génial. Non, je suis pas sûr ça. C'est plus pratique peut-être. Bah c'est beaucoup plus drôle. Ah, c'est plus Oui. drôle, oui, d'accord, oui, mais moins pratique. Ah, et Riley qui arrive. c'est- On avait limite pas remarqué qu'il était en retard. Il était pas là. Ouais, c'est ça, On l'avait exactement. zappé Ouais. complètement. ouais. Tout le monde rigolait, personne se. Ah, oui, en fait. Il y a Ah pas oui. Riley, on s'ennuie quand il y a pas Riley. Non, on s'en fout. Ouais, ils avaient oublié Riley. Ça, c'est marrant. Et en fait, il était en retard, le mais- petit échange entre les deux là, c'est Parce rigolo. qu'il s'achetait une nouvelle veste peut-être en cuir, en rouge. Bah, il faisait des cochonneries avec Sandy, moi je suis sûr. Bah, il est arrivé plus On le détendu. saura hein. plus tard. Je vous dis pas tout de suite. On va savoir bientôt. Tu nous diras, tu me tiendras au courant. Donc là, l'alcool c'est pas bien. Il paraît que l'alcool c'est pas bien, Gabriel. Voilà. Non, mais c'est. C'est pas moi qui le dis, c'est Dawn. Tu veux un peu vois, Ah, c'est d'orange dingue, encore parce que- Gabriel, Ça manque peu de jus d'orange, là. Ça va pas du tout. Non, mais du coup, ça montre le regard de notre génération, tu vois. Comme vous disiez déjà, qu'ils passent à l'âge adulte, et ben, c'est Dawn qui leur dit ce qui est cool maintenant ou pas. Et l'alcool, c'est pas cool. Ouais, c'est Voilà. vrai que ça les fait passer tout de suite. Pour les vieux. Ils savent plus ce qui est cool et ce qui est Ouais. pas cool, quoi. Déjà, Ils sont Giles, vieux. il savait pas trop. Pauvre vieille. Et là, alors c'est. Ah ouais, c'est la fin, est géniale. C'est très, C'est très mignon. mignon. Et, Voilà. et moi je C'est m'étais très dit mignon. C'est que poétique, bon bah quoi. voilà, Le générique dernier de- plan est poétique. le dernier plan est générique, Vas-y, tu vas-y. devances complètement, mais pour le coup c'est vrai. Et moi je m'étais dit que là bon bah générique de fin, voilà petit machin, et je me rends compte que leur échange dure super longtemps avant ce dernier plan donc très très poétique. Ouais. Et cet échange est bah, un peu touchant quand même, hein, voilà. Ça conclut le tout.
J'ai trouvé ça beau. Voilà, c'est l'épisode qui appuie complètement le couple Willow voilà, la Tara. relation À partir de là, c'est définitif. Et là, justement, c'est pas. au moment où ce qui se passera à la saison 6, ça fait mal. Quoi. Willow, elle fait pas une petite expérience de fac. Ouais, voilà, c'est un vrai truc. Une Quoi. vraie, voilà, Une vraie une histoire. vraie couple, une vraie relation sincère et très importante. On le verra par la suite. Et donc, bien sûr, donc le plan final où on voit les deux. Sauf que, ouais. Qui lévitent au-dessus du Ouais, mais sol. justement, est-ce qu'elle devrait pas être en train de léviter déjà? Enfin, c'est-à-dire qu'on aurait dû voir les figurants en train de. Non, mais là, mais est-ce que c'est pas dans leur tête ou dans notre Alors tête voilà, ou... c'est ce que je me suis dit. Est-ce que ce vrai plan, il est. Bon, bah celui-là. Non, attends. Puis il y a un fond enchaîné, donc il y a peut-être une ellipse. Tu vois. Mais non, il y a de la magie dans Buffy. Bien sûr. Là, elles vont se soulever. Là, voilà. Là, Parce qu'elles arrêtent de parler. Ah ouais, Et ça voilà. soulève. Ah oui. Donc bien sûr, Putain, métaphore d'un geste beaucoup plus charnel, mais qu'on ne peut pas montrer à l'écran. Génial, ce dernier plan. Voilà, c'est ça. C'est très beau. C'est Ouais, très d'ailleurs, très beau. Fondu au noir. Il y a exactement la même métaphore dans. Bah non, mais d'habitude, ça coupe. Non, mais des fois, ça coupe net. Enfin, souvent, d'ailleurs, ça coupe. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave, il y a exactement la même métaphore dans l'épisode musical de la saison suivante où elles sont dans le lit. Je crois que c'est Willow qui s'allonge Oui, ou Tara qui exactement. s'allonge. Ouais, il y en a une des pendant deux qui l'évite. Alors là, on n'est plus dans la métaphore du baiser, mais on Ouais, est carrément dans la métaphore de l'accès sexuel. Et alors c'est Tara plus ou si Willow, c'est Tara ou Willow, je crois que c'est Tara qui est soulevée au-dessus du lit. Oui, parce qu'elle dit I'm complete à ce moment-là, je crois. Ouais. Exactement. On commence d'abord par le bisou quand même avant. Voilà, Pour introduire. la magie, ça fait léviter. Il est beau cet épisode en fait. C'était très mignon cet épisode. Bon, voir, c'est fini. Voilà. très bien fait. Il est passé vite. C'est pas si tu dis ça à chaque fois, Clément. C'est incroyable. 42 minutes. Pareil. À chaque fois si, c'est bien foutu. À chaque fois, c'est la même durée. Alors, conclusion, donc c'est un épisode. Ah non, voilà, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que juste avant, dans Buffy, elle découvre que sa sœur est la clé, et en acceptant Tara, donc dans cet épisode, c'est comme si elle acceptait aussi Dawn dans sa famille, et inversement, en acceptant Tara, on accepte Dawn, on accepte les gens qui font a priori pas partie de la famille, mais qui sont là et qui en font partie finalement. La vraie famille, c'est celle qu'on se fait, et Buffy le sait depuis longtemps, en ayant notamment remplacé son père absent par Jace. Bien sûr. Et c'est aussi avant cet épisode, on avait très peu vu Tara, même volontairement. Moi, je pense dans les premiers épisodes de la saison 5, on la voyait volontairement, très, parce très qu'il n'y avait peu. pas la place aussi, peut-être à Non, moi je pense que développer c'était son perso. Je pense que c'était voulu pour arriver à cet épisode-là où bien que très peu présente, tout le monde affirme qu'elle fait partie de la famille, même si on la voit pas beaucoup. Moi, je demanderai à Joss quand je le croiserai, mais je suis bientôt sûr... dans un mois à peu près. Il vient sur Paris dans un mois. Ah oui, pour la promotion de Avenger, il viendra à ce micro et il nous dira que c'est vrai. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en conclusion. Ah oui, c'est une petite conclusion aujourd'hui. Oui, bah moi j'ai adoré cet épisode, je sais pas vous, mais... Si, moi j'ai beaucoup aimé la mise en scène vachement soignée, les dialogues percutants du truc, c'est un bon épisode. Alors moi, est-ce que j'ai le droit de dire que je le trouve pas dingue en fait finalement, mais qu'il y a plein de choses. On t'autorise à dire ça, ouais. Mais qu'il y a plein de choses. Il est tellement chargé symboliquement que je trouvais intéressant d'en parler. Mais non, mais il y a plein de choses à dire sur cet épisode justement. Mais voilà, il y a plein de choses à dire, mais à regarder, il est pas si ouf que ça. Enfin, moi, c'est pas un de mes épisodes préférés, par exemple. Bah moi, vas-y. Non, moi c'est juste l'épisode est bien, mais c'est vrai que c'est toute la saison. Moi, la saison 5, je la trouve pas ouf déjà à la base. La porte est ouverte à l'interprétation. Juste un petit mot sur Riley qu'on a vu pas mal dans cet épisode quand même. Oui, il est génial ce personnage. Oui, il aurait mérité son spin-off. Et même merci Gabriel. Il faut réinviter Gabriel. Riley contre les vampires. Mais oui, quelle bonne idée. Riley contre la vie. Non mais là on a vu le début de ce qui serait un peu son départ quoi. Et il commence à virer mal. Et... Bah il est sur la mauvaise. C'est cool qu'on le voit. Il développe un peu cette piste. Je trouve ça sympa. Il va mal et il picole. Tu vois. Et du coup il picole. Il se fait mordre par des vampires. Là c'est le début de la fin. On conclut la conclusion. Passons tout de suite à la rubrique de l'invité. What are you doing? My boyfriend. Go away. Psychologically, this is fascinating. Doesn't it make everyone want to lock them in separate rooms and do experiments on them? Naked girls, naked women, naked Buffy. Oh, stop me. Which question do you want me to answer first? Alors, Gabriel, c'est à toi. C'est ta rubrique, c'est ton moment. Tu as carte blanche. On va te demander de nous parler de Buffy. Qu'est-ce que tu aimes dans Buffy? Ton rapport à Buffy? Pourquoi t'as eu envie de venir au podcast? Pourquoi, éventuellement? Et ton épisode préféré? Quel est ton épisode préféré de Buffy? Eh ben moi, mon épisode préféré, c'est The Zeppo.
Ah bah oui, forcément. Qu'on a déjà fait. Voilà. C'est Dommage. Voilà. Mais oui, parce qu'on devais venir, on l'a pas rappelé, mais tu devais être invité quand on a fait Deux Épaules Mais j'ai eu la grippe. et les vilains microbes de l'hiver n'ont pas voulu te laisser venir. Mais t'étais content du podcast sur The Zeppo ou ça t'a plu quand même? Ouais, quand même, ça m'a plu. On a été voilà. T'es on a- pas trop énervé contre nous quand t'écoutais, ah ils ont pas dit ça et tout. Et alors, bah dis-nous, comment as-tu découvert Buffy par exemple? Oh, ben moi j'ai découvert Buffy tout simplement sur M6. Voilà, Ça ouais, passait, comme beaucoup voilà, d'entre comme nous. beaucoup de gens. Et en fait, c'est la première série à laquelle je me suis la première série moderne à laquelle je me suis identifié. Il y avait X-Files juste avant, mais j'étais un peu jeune quand même. Je crois que j'avais 10 ans, même pas quand X-Files est sorti. Oh putain. Ouais, Oh, tu un es coup de jeune, vieux. tu es jeune, Gabriel. Là, je viens de prendre un coup de vieux. Vas-y, enchaîne. Et donc du coup, ouais, Buffy, c'est la première série que j'ai trouvée en phase avec ma génération, qui était moderne, qui tenait compte de la continuité, que c'était pas des épisodes qu'on pouvait voir dans n'importe quelle heure, Ouais. comme beaucoup de séries à l'époque. Et aussi, c'était la première série qui savait que son public était assez intelligent pour prendre les codes et les briser en fait, et les réinterpréter. Comme la scène de début dans le lycée de Sunnydale où il y a le vampire et il y a le couple et on est quasiment sûr que c'est le mec le vampire alors qu'en fait c'est lui qui se fait bouffer. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'ai trouvé C'est cool cette scène. ouais. Non mais non mais c'est ça le côté les références à la pop culture assumées et dans les personnages. Enfin moi ma porte d'entrée dans la porte encore, à Buffy c'était le personnage de Xander qui faisait des vannes en permanence sur cet univers fantastique, mais à sa manière. Lui il avait ses références de vampires, de démons, de machin et de pop culture, et il faisait des vannes par rapport aux vrais démons qu'il avait en face de lui. Et je m'étais dit putain, mais il y a personne qui fait ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est une série qui parle à moi quoi, qui ait ces mêmes références que Xander. Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti c'est quand ça. j'ai vu. Et as-tu une actu, Gabriel, quelque chose dont tu veux nous parler peut-être? À part faire des podcasts, que fais-tu? Que fais-tu dans la vie? Je fais partie d'un collectif qui s'appelle LOL4. Voilà, référence au LOL4. Vous avez D'accord. compris Oui, ah bon? Merci. T'écris ça LOL4? LOL4, ouais. D'accord. Mais on ne fait pas du en LOL4 lettres. du coup. Vous avez pas filmé de chat encore? Pas de chat. Justement, on s'est dit que pour faire de la vue sur internet, il faut faire des LOL4. Et du coup, on s'est dit, non, on fait pas de LOL4, on va faire LOL4. Vous misez sur les gens qui font les fautes d'orthographe. Voilà. Sur les dyslexiques. Notre public, c'est les dyslexiques analphabètes. Très bien. Voilà, et donc on fait des petites vidéos, on teste un peu pour s'amuser. Voilà, donc on a à peu près, je vous dis pas de bêtises, 4 vidéos sur internet. Ah ouais. Donc LOL4 sur YouTube. Faut aller voir alors. Voilà. On mettra, on mettra. C'est des courts-métrages. C'est des courts-métrages. Une série aussi, j'ai vu un On épisode. essaie de faire une série, on va voir si ça. En fait, on part souvent de. On est au tournée vert, on a une idée à la con et on dit ça pourrait faire un petit court-métrage ou une série, donc. Et vous la faites. On l'a fait. Ah, c'est cool. Voilà. Vous avez bien raison. Voilà. Et alors, si vous allez voir, vous pourrez peut-être trouver Clément sur une des vidéos. Ah Je ne dis pas Absolument laquelle. les voir. Ah oui, faut retrouver Clément dans les vidéos. C'est assez furtif. C'est un petit caméo. Vous verrez peut-être que. Voilà. On verra un bout d'oreille qui pendouille, quelque chose comme ça. C'est possible. Je sais pas, faut voir. Faut voir. Passons tout de suite, sans plus attendre, à la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Donc voilà, si t'aimes Buffy, si tu vas aimer ça. Si tu vas aimer ça, éventuellement, tu vas peut-être aimer Buffy. il est bon. Il est bon celui-là. C'est ça qui est la vérité. C'est exactement ça. Moi, cette semaine, j'ai choisi de vous parler de. En plus, en anglais. Déjà que je. Ah oui, t'as raison. Déjà que je fourche en français, alors là, en anglais, ça va être dégueulasse. The Passion of the Nerd. C'est une chaîne YouTube. Il avait le bon accent, je crois. Alors, c'est donc un YouTuber qui s'est lancé dans une entreprise complètement folle, mais qui tient bon, hein, pour l'instant, il tient un bon petit rythme. Il fait en fait un guide des épisodes de Buffy.
en vidéo. Pour chaque épisode, il fait une vidéo qui dure autour de 5 minutes, parfois c'est plus. Donc c'est des vidéos qu'il met en ligne donc sur YouTube. Et chaque vidéo parle d'un épisode. J'ai été clair sur ça. Oui. C'est super bien monté, c'est super drôle. Il en sort donc une par semaine et il commence... fait un épisode par semaine. Voilà, un épisode, une vidéo par semaine. Et il commence par pitcher l'épisode. Après, il fait un peu d'analyse et il fait surtout parfois des allers-retours dans le montage. C'est fou parce qu'il va chercher, il fait des vannes où à travers ses analyses, il va mettre un plan qui a 6 saisons d'écart avec l'épisode qu'il est en train de commenter et tout. Enfin, plein de choses comme ça que je trouve très très drôle. Alors parfois... C'est pour les gros fans de Buffy quand même. Ouais, mais après c'est rapide, donc tu vois, si ça te plaît Alors, pas... mais si tu connais pas Buffy, non mais c'est pas au-delà du... Si tu connais pas du tout Buffy, est-ce que tu peux regarder? Bah ouais, C'est ouais. une nouvelle rubrique, ça? Ouais, c'est... Si tu connais pas du tout Buffy, tu peux regarder ça. Non, ouais, moi je pense. Et puis parce que vraiment ça amené de manière drôle et humoristique et parfois très profonde. Parfois il a des très bonnes idées d'analyse, des très bonnes théories. Mais après donc c'est rapide, il développe pas du tout, mais c'est très drôle à regarder. C'est en anglais. Voilà, je tiens à le dire. Déjà, Riley, tu n'y arriveras pas. Ah non, mais c'est pour ça qu'on a fait le podcast en français, il me semble. On parlait pas anglais. C'était un niveau d'anglais beaucoup trop médiocre. Ouais, Buffy is great. Donc là en ce moment il est sur la saison 2, il a déjà fait toute la saison 1 et là il est le dernier c'était Dark Age, l'épisode. Ah, ouais, d'accord. Ouais, il en est là. Il avance. Ouais, non, mais c'est très très bien. Son Lie to Me était génial. Moi j'adore l'épisode Lie to Me et il l'a super bien vendu et il a tout compris. Tu mettras les liens. Je mettrai bien sûr les liens. Clément, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça? Non, pas cette fois, désolé. Gabriel, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça? Oui, alors moi, alors je connais pas le titre en anglais, je m'excuse. La cabane dans les bois. The Cabin in the Woods. Donc réalisé par Drew Goddard. Rien à voir avec Jean-Luc. Voilà. C'est cousin, il me semble. Il y a quand même une. Bon. C'est son neveu. Voilà. Coécrit. C'est Piston et compagnie, de toute façon, le cinéma. C'est tout pareil. Hein. Coécrit avec Josh Whedon. Joss était aussi réalisateur de la deuxième équipe. J'étais sûr. Il faut pas la deuxième équipe. Les inserts sont magnifiques dans la cabine. C'est Joss qui fait les inserts. Mais bien sûr, il a fait tous les inserts. Il y a des portes derrière. Les inserts sur les portes sont monstrueux. Et Drew Goddard donc a écrit des épisodes de Buffy, d'Angel, de Lost. Je sais pas si tu connais Riley. Ah si. Effectivement, il a écrit des épisodes de Lost. Excellent. Voilà, il a écrit aussi World War Z. Il est pas showrunner sur Daredevil là qui va sortir là bientôt? Oui. Où il est ancien showrunner. Avec, il s'est fait virer. Avec Steven Knight qui est aussi un ancien donc c'est 2 anciens de Buffy sur Daredevil. Pardon. Une série qu'on va suivre. Bah on va regarder, je pense. Il y a des chances. Ah bon? Ouais. Ouais, mais je regarderai aussi. Bah oui. Oui, allez, on va regarder. Bah, c'est des anciens de Buffy. Bah, la cabane dans les bois. Ouais, pardon. Okay, oui. Et donc du coup, oui, c'est en fait c'est un film assez original du moment qu'on réussit à passer les 15 premières minutes. Parce qu'on a l'impression de se retrouver dans une espèce de teenage movie d'horreur où t'as un groupe d'étudiants qui part. Il y a une nana en petite culotte pendant au moins c'est les 5 premières minutes. Moi, c'est très cool. Voilà. Non, mais sur le coup, tu dis bon, ok, c'est assez cliché. En fait, justement, ça joue sur ces clichés et ça les interprète. Mais vraiment, je crois qu'il y a tous les clichés des films d'horreur qu'on peut avoir. Et on leur donne un sens. Du coup, j'ai trouvé vraiment l'idée assez originale. Et en plus, donc, on retrouve des acteurs festifs de Josh Whedon. Donc, alors, je m'excuse pour la prononciation. Frank Kranz, qu'on retrouve dans Dollhouse, et Amy Acker, qu'on retrouve dans Angel et Dollhouse. Ouais. Il y a Tom Lane par contre. Il y a Tom Lane, ça c'est sûr. Ouais, et puis il y a le mec de 6 Feet Under qui joue le. Parce qu'en fait, il y a lui. Dans ce début de. Bah, puis il y a Thor, le mec qui joue Thor dans les Avengers. Thor. Et dans ce début cliché, il y a des scènes régulièrement avec les mecs dans un bureau où ils sont devant des écrans. Et au début, on sait pas pourquoi. C'est ça. Ouais. Et c'est un des mecs de 6 Feet Under, je sais plus lequel. Bah, le père. Le père, mais je sais plus son nom. Ouais, bon, et ça, c'est cool parce que justement, on comprend qu'après, il faut voir le film. Le film est vraiment cool. Bien aimé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pousse la réflexion un peu plus loin à partir d'un concept qui plaît aux adolescents. Il pousse la réflexion plus loin. C'est typiquement Joss Whedon. Voilà. Excusez-moi. Et petite référence à Evil Dead aussi d'ailleurs. Patricia, éventuellement. Bah alors attends, pour le coup, mais bah c'est complètement Evil Dead. Voilà. Bah déjà rien que le titre. On a fini sur la cabane? Ah oui. Moi j'ai. Riley, c'est un Buffy. Alors moi je voulais vous parler comics un petit peu parce qu'on n'en parle pas assez dans ce podcast. Tu en parles beaucoup malheureusement. Et donc je voulais parler du comics American Vampire qui est écrit par Scott Snyder et qui est dessiné par Raphaël Albuquerque. Donc le frère de Zack Snyder.
Pas du tout, ils sont Snyder, c'est un très répandu, hein. C'est comme Martin et Dupont, hein, évidemment. Comme Godard. Comme Godard. Alors en fait, comme Buffy dans les années 90 a voulu casser l'image du vampire un peu, là ils ont eu un peu la même idée. Ils en avaient marre des vampires à la Twilight. Hein, D'accord, ok. Voilà. Et donc ils ont les vampires qui brillent au soleil. Ils voulaient pas des vampires qui scintillent et qui mettent de la crème solaire. Ils voulaient des vrais vampires qui font peur. Et donc c'est un comics qui est sorti chez Vertigo. En France c'est édité par Urban Comics. Bon, il y a déjà 7 tomes. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, donc ils ont déclaré, les auteurs, c'est le premier tome, il est coécrit avec Stephen King, hein, le monsieur Stephen King. Donc ils ont décidé de révolutionner un peu l'image du vampire. Alors de quoi ça parle ? L'idée c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y a des vampires européens, à la Dracula en gros, hein, qui ont créé une nouvelle race de vampires, le vampire américain. Le American Vampire. Est-ce qu'il y a des cow-boys en plus ? Ça commence au temps des cow-boys, ouais. Et c'est un vampire qui est plus puissant, plus bestial, un peu monstrueux, et puis qui résiste au soleil, ce genre de choses. Au début on sait pas pourquoi ils ont créé cette race un peu différente. Et donc on suit l'histoire, le parcours en fait de 2 personnages vampires. Il y a d'abord Skinner Sweet, donc autant des cowboys, c'est un hors-la-loi psychopathe. C'est lui le premier vampire américain. Et on suit aussi l'histoire de Pearl Jones, qui est une actrice dans les années 20 en fait. Et à partir de là, on suit leur histoire, leur destin, parce que chaque tome c'est une décennie. Ça commence en parallèle 1920-1980, mais après chaque année, chaque tome c'est 1930, 1940, 50, 60. Et à chaque fois on les retrouve, les personnages, il y a des ellipses en fait entre chaque tome et on les retrouve dans des situations différentes. Bon, je vous raconte pas trop les intrigues, hein, évidemment, mais bon, il y a tous les trucs de ces trucs de vampires. Il y a les chasseurs de vampires, hein, qui sont les vassaux de Vénus. C'est des gens un peu bizarres qui poursuivent. Tiens donc. Il y a les vampires aussi, les vampires européens qui ont créé le truc, qui essayent de régler le problème du American Vampire. Évidemment, il y a Pearl Jones, l'héroïne, qui est amoureuse d'un humain. Et elle vieillit pas et lui, il vieillit forcément. Donc ça pose problème. Et Skinner, qui est un personnage anti-héros au possible, qui à chaque fois là où on l'attend pas, il y a un truc. Je pense à un exemple. Là, il y a, dans le tome 3, ça c'est dans les années 40, donc ça c'est en pleine guerre du Pacifique, Deuxième Guerre mondiale. Et il fait partie d'un commando pour aller sur une île. Ce vampire, il fait partie d'un commando pour aller sur une île où il y a une île bizarre au milieu du Pacifique. Il y a des Asian Vampires, des vampires asiatiques qui font très peur aussi. C'est très cool. Est-ce que c'est pas tout ça une manière de parler de l'histoire américaine? Mais exactement, mais complètement. Ouais. Voilà, les persos revivent des moments historiques et font partie de l'histoire des États-Unis, mais aussi mondiale. Enfin, ça marche vraiment bien. En plus, les couleurs, il y a une sorte de par tome aussi, il y a une thématique sur les couleurs qui respecte l'époque dans laquelle ça se passe. Et ça, c'est vraiment vraiment bien fait. Bon, c'est terminé. On vous laisse, on fait des gros bisous à tout le monde. Mais ouais. Ouais. On vous dit donc à dans 3 semaines pour l'épisode de la saison 6. Qu'on n'a pas choisi. Qu'on n'a pas on va faire Once More We Feeling. Bien sûr, on va le faire en chantant. Ouais, j'ai hâte à ce podcast. Manon, elle veut bien venir sur celui-là. Ah bah ouais, on va écrire. J'ai commencé à écrire des chansons, les gars. Très bien. On verra si on fait des cours de chant ou pas. Mais en tout cas, on se retrouve donc dans 3 semaines pour un épisode de la saison 6 et peut-être avant pour un hors-série. Vous savez maintenant qu'on fait des hors-séries. Mais oui, allez écouter le hors-série sur Lost. Je l'ai écouté. Ah oui, et ça t'a plu? Non, c'était Non, ça va presque donner envie de reprendre Lost. Presque donner envie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on en fasse un deuxième. C'est ça, Gabriel. S'il a pas totalement eu envie, c'est que. Non, c'est que la série est mauvaise. Faut pas chercher. Ah, peut-être. Nous, on était très très bons, mais c'est une série. Si tu me le demandes, on peut faire un spécial sur la saison 2 peut-être. Ah, pourquoi pas. On vous laisse. C'est terminé, il reste plus que 2 minutes de bande, faut couper. Oui, faut couper. Il y a Swartwoman qui nous fait des gros yeux. Là, je crois qu'il faut absolument. Elle a envie d'aller se coucher peut-être. Ouais, faut couper. Gros bisous à tout le monde. Mettez 5 étoiles sur iTunes, du follow, du retweet, du pouce, tout ce que vous voulez. Et on vous dit à très bientôt, dans 3 semaines. Tchuss. Salut. Au revoir.